Bonjour à tous. Merci Estelle de m'avoir invitée. C'est vrai que c'est un petit peu après une belle soirée que vous avez passée. Moi, je vais vous plomber un peu l'atmosphère pour vous parler de la fin de vie. Mais je crois que c'est pas si triste que ça. Donc, on va avancer. Donc, moi, j'avais envie de vous faire un topo sur la mort assistée à la mort provoquée. Donc, on a changé un petit peu le programme. Je vais faire un petit peu plus court pour laisser Marie-France Calu vous parler de la loi, parce que je crois que si on veut réfléchir par rapport à la fin de vie, il faut vraiment connaître le contexte législatif et puis envisager, vous avez déjà entendu qu'il y a probablement des modifications qui vont avoir lieu. Donc, vous expliquez ce que c'est le contexte actuel de la loi et comment on peut faire. Alors, donc, on va voir les soins palliatifs, les enjeux éthiques, et puis entre obstination déraisonnable et aide à mourir. Donc, en introduction, j'aime bien cette diapositive parce que c'est quand l'éthique, le droit et la clinique, c'est tout intimement lié. C'est-à-dire que le droit, donc ça nous permet de vivre ensemble. S'il n'y avait pas de règles, on ne pourrait pas vivre ensemble. Marie-France Calu a plaisir à nous dire que c'est un cadre contenant, mais à l'intérieur duquel on a une grande liberté. La clinique, bien sûr, c'est le cure. En hémato, vous essayez de guérir le maximum de personnes, mais il y a aussi prendre soin, et l'un ne va pas sans l'autre, des patients et de la famille. Et puis, il y a toute une zone de grisée. On ne sait pas trop comment on peut faire, et cette zone, c'est l'éthique, et c'est cette activité réflexive qu'il faut, que je souhaite vraiment que vous puissiez développer, parce qu'on verra que c'est quand même quelque chose. L'éthique, c'est vraiment un outil important pour avancer dans la prise en charge le mieux possible des patients. Alors, les soins palliatifs, pour commencer, je vais donner la parole à un patient, parce que je trouve que c'est toujours intéressant de voir le patient, comment il vit sa maladie et comment il vit sa fin de vie. Alors, c'est un texte qui m'avait écrit quand il est hospitalisé dans notre service de soins palliatifs. Il faut être à l'heure et moi j'ai très peur. J'aurais aimé y être avant ou dans très longtemps ou ne pas y aller, pour apprendre des choses qui me font flipper. Mais au fond de moi, tous ces résultats, je les connais déjà. Il faut être à l'heure et moi j'ai très peur. Je me suis prostrée, je me suis murée. J'avais tellement peur de ne pas m'en tirer. Après la chimio, qui s'est bien passée, mais moi j'ai cru que j'allais en crever. Il faut opérer. Mais ça va aller. Il faut être à l'heure et moi j'ai très peur. Évidemment, le résultat du bilan n'est pas satisfaisant. Envie de pleurer, envie de crier. J'en ai marre d'en chier. Mais les larmes, elles, ont déjà séché. Il y a mon entourage. Oui, qui est toujours à l'heure. Ils sont tous très peur, mais que de courage. Et au moins pour eux, pour les remercier, je vais continuer. Arrivent les rayons, quelle que soit l'humeur. Il faut être à l'heure et moi j'ai très peur. Tout le monde dit que j'ai bonne mine, mais au fond de moi, je sens la déprime. Nouvelle chimio, nouvelle opération. Nouveaux résultats, nouvelles complications. De service en service pour en arriver en soins palliatifs. Faut être à l'heure et là. C'est un texte très émouvant que le patient on a lu ensemble, donc c'est toujours très émouvant, mais je trouve que c'est intéressant de vous le dire pour vous montrer le parcours des patients, parce qu'on ne se rend pas compte parfois de tout ce qu'on peut faire vivre aux patients, de toute cette évolution de chimiothérapie, d'intervention, d'attente de résultats, etc. Et c'est un long parcours, et je crois que c'est quelque chose qu'il faut aussi qu'on prenne en compte quand on reçoit le patient, vous en hématologie et nous dans les services de soins palliatifs. Alors, ces soins palliatifs, quel type de pathologie? Donc c'est facile. Les soins palliatifs s'adressent à des patients qui présentent des maladies graves, évolutives ou terminales. Ça peut être des cancers, ça peut être des maladies neurodégénératives, des scléroses, des maladies de Charcot, Parkinson, des états pathologiques liés à des insuffisances. On ne soigne pas que le cancer, on soigne aussi des insuffisances d'organes et des associations de plusieurs maladies. Maladies graves, évolutives ou terminales. Donc elles concernent tout le monde, de tous, de nouveau-nés à la personne âgée. Alors nous, on fait pas, dans notre service, on ne reçoit pas des enfants, mais parfois j'interviens dans des situations complexes au niveau de la réflexion éthique. Et il faut savoir qu'il y a même des soins palliatifs qui se passent maintenant dans les salles d'accouchement. Avant, quand un bébé naissait mort-né, on l'abandonnait un petit peu, tandis que maintenant, il y a tout un travail autour de la prise en charge de ce bébé et bien sûr des parents. Donc c'est prise en charge du patient, mais aussi de son entourage, bien évidemment. L'un ne va pas sans l'autre.
Donc c'est une prise en charge globale, hein, c'est des soins actifs, hein, c'est pas quand on rentre en soins palliatifs, c'est pas simplement tenir la main et puis fermer les rideaux, hein, c'est vraiment des soins actifs par une prise en charge totale, ce qu'on appelle la total pain, avec une prise en charge de la douleur physique, des autres symptômes d'inconfort. Au niveau psychique aussi, c'est très important de comprendre la tristesse, l'angoisse, qu'est-ce qui se passe pour le patient, qu'est-ce que ça lui fait vivre. Parfois, il y a une agressivité, des troubles du comportement, et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Au niveau social, bien sûr, c'est l'isolement, la précarité, la dépendance, la difficulté financière. Et surtout, au niveau social, on ne se rend pas toujours compte, mais il y a une perte de la place dans la société. Il y avait un chef d'entreprise qu'on suivait quand il faisait ses cures de chimiothérapie. Il arrivait avec son ordinateur, son iPhone, et enfin, la chambre, c'était vraiment son bureau. Et puis progressivement, eh ben, on l'a vu en hospitalisation. Et là, il avait renoncé à travailler et il était, enfin, entre guillemets, plus rien pour la société. Et pour lui, c'était quelque chose de très important et qui vivait très mal. Et comme une maman aussi qui disait que c'était au mois de juin où il y a la liste pour acheter les procures scolaires. Et donc, sa maman, eh bien, son fils vient voir sa maman qui est malade et elle lui dit bah, donne-moi ta liste pour que je vois ce qui est. Et le petit garçon répond non, c'est pas la peine puisque papa s'en occupe. Et vous voyez aussi la maman qui perd aussi sa place dans la famille. Et je crois que ça, c'est aussi très important à comprendre, cette souffrance sociale que nous, on ne voit pas quand le patient est couché, mais il se passe tellement de choses que je crois que ça, c'est aussi important. Et puis toute la réflexion spirituelle, la recherche de sens, le cheminement vers la séparation, les deuils successifs. Hein, je ne peux plus me déplacer, je ne peux plus sortir, je ne peux plus sortir de mon lit. Et quand un patient vous dit « mais si je pouvais aller au moins jusqu'au cabinet de toilette », on voit combien cette souffrance aussi est importante. Donc les moyens, donc c'est aussi, il faut qu'on soit une équipe interdisciplinaire. Hein. Je crois que tout seul, on ne peut pas voir suffisamment le patient. On en voit chacun une facette, c'est pour ça que je vous avais mis la sculpture dessous. On voit chacun une facette, mais c'est ensemble qu'on peut prendre en charge globale le patient. Et il faut aussi, me semble-t-il, que l'on soit formé. Alors les soins palliatifs, c'est le plus tôt possible. Et c'est vrai que souvent, c'est compliqué de savoir quand est-ce qu'on appelle les soins palliatifs. On a tendance parfois à les appeler trop tard. Au début, quand on a ouvert l'équipe mobile de soins palliatifs, on nous appelait pendant la phase agonique. Alors certes, c'est intéressant de traiter ces symptômes, mais on voit que c'est le plus tôt on intervient et le mieux c'est. Et c'est pas parce on intervient le soin palliatif que ça fait mourir. Et je crois que ça aussi, c'est important. Il y avait cette étude qui montrait que c'était des patients qui avaient des cancers non à petites cellules à métastaser. Ils avaient fait deux groupes. Un groupe avec chimio et soins palliatifs précoces et le groupe oncologique simple. Ils ont mesuré la qualité de vie et de l'humeur et ils se sont aperçus que les patients qui étaient avec le groupe soins palliatifs précoces et chimio avaient une meilleure qualité de vie, moins de symptômes dépressifs et presque une augmentation aussi de la durée de vie. Donc vous voyez que non seulement les soins palliatifs, ça ne fait pas mourir, mais ça prolonge parce qu'il y a cette prise en charge globale en fait. Je crois que c'est ça qu'il faut comprendre, que c'est une prise en charge globale. Et voyez pas les soins palliatifs comme juste avant l'aumônier. Alors on fait les soins palliatifs partout hein, où il en a besoin, à domicile, en institution, pour le malade et sa famille. Ah, je voulais juste vous... Oui, voilà. Il faut savoir aussi que quand on est hospitalisé en soins palliatifs, on a l'impression que voilà, on rentre dans un service de soins palliatifs et le patient va mourir. Alors qu'il y a dans le service à peu près 60% des gens qui décèdent, mais 40% des gens qui continuent un bout de route. Donc c'est même intéressant parfois de recevoir le patient, d'adapter le traitement, qu'il retourne à domicile et qu'on puisse connaître et qu'on puisse l'accompagner. Donc rentrer en soins palliatifs, ça ne veut pas dire non plus mourir. Cette image qu'on a depuis très longtemps et que je trouve que ça ne bouge pas beaucoup. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Donc la fin de vie, c'est une question sociétale. Hein. Pourquoi c'est une question sociétale? Parce qu'on a un progrès de la médecine, on a un allongement de la durée de vie, hein, on a vraiment progressé beaucoup, on améliore la qualité de vie, mais néanmoins, il y a des situations de survie inédites et parfois jugées indignes et insupportables, parce qu'on a tellement de technicité que parfois on fait, et on oublie parfois de se poser, de se dire mais quelle est la finalité et qu'est-ce qu'on propose aux patients? Donc c'est vraiment pour ça que la problématique de la fin de vie est rentrée dans le domaine de la bioéthique. Donc les enjeux éthiques de la fin de vie, hein, toujours, c'est de l'homme dont il s'agit, et je crois que ça, il ne faut jamais que vous l'oubliez. Quand vous êtes dans une chambre, c'est un homme qui est unique. Et cet homme, il est singulier, il faut respecter son unicité, sa singularité. Il faut respecter aussi son autonomie dans ce sens de sa capacité à décider, hein, c'est le patient qui décide, mais en même temps, il est vulnérable. Il est malade, il est fragile et il est vulnérable.
et puis aussi pour essayer pour nous de bien faire. Donc c'est un conflit de valeurs entre cette bienfaisance et cette autonomie. Et donc c'est ça qui crée des conflits de valeurs et qu'il faut qu'on puisse réfléchir ensemble. La solidarité aussi, l'homme ne peut pas se penser seul. Hein. Qu'est-ce qu'on ferait tout seul dans un monde? Rien. Et encore moins quand il est malade. Donc cette solidarité et cet accompagnement par des soins de vie sont-ils préférables à l'acte de provoquer la mort, puisqu'on entend beaucoup actuellement des projets de loi sur provoquer la mort. Donc quelle est la place de cette solidarité et puis cette responsabilité-là? Quand vous êtes auprès d'un patient, vous êtes responsable de lui, c'est-à-dire répondre de lui. Alors, comment réfléchir entre une obstination déraisonnable et une aide à mourir? Et les soins palliatifs, est-ce que c'est une réponse à la souffrance? Faire vivre et laisser mourir. Alors, on voit que le parcours du patient en fin de vie, il y a une grande vulnérabilité, hein, ce parcours du patient, cancer, récidive, vous avez vu le patient qui vous parlait tout à l'heure, combien c'était complexe. Il y a bien sûr de la douleur, des autres symptômes d'inconfort, il y a une souffrance psychique, une souffrance sociale, on a vu tout ça. Et en même temps, le patient, il est toujours ambivalent entre l'espérance et la désespérance. Parfois, il dit, mais moi, j'espère que vous allez trouver une molécule qui va me faire avancer, ou là, complètement la désespérance, et des mois, j'en peux plus, je veux mourir. Entre la vie et la mort. Et je crois qu'il faut que jamais que vous oubliez que ce patient, il est très ambivalent par rapport à ça. Cette fin de vie, c'est aussi une incertitude. Hein. Pour tout homme, la mort est certaine, mais l'heure est incertaine. C'est Jean Kelevitch qui nous dit ça. Donc aussi, c'est une approche inexorable de la mort. La vie de l'homme gravement malade est une vie de l'entre-deux, où la sensation d'exister est hantée par l'angoisse de disparaître. C'est compliqué de se dire peut-être que je veux mourir ou peut-être que je ne veux pas mourir. Et comment et pourquoi investir et vivre ce temps de vie incertain? Et je crois que c'est intéressant quand on voit des patients de leur dire, ils nous disent je vais mourir. Vous ne pouvez pas leur dire oui, on meurt tous, ce n'est pas une réponse. Hein. Mais leur dire probablement que vous allez mourir, mais qu'il y a toute cette période d'incertitude et on va investir dans cette période d'incertitude pour créer un projet, parce que les patients qui viennent dans le service, on fait toujours des projets de vie. On ne va pas dire on attend la mort, mais on va se dire si vous allez mieux, on va peut-être retourner à la maison, etc. Si vous allez moins bien, que vous vous dégradez, on peut vous garder dans le service. Et je crois que ça, c'est important que pour tout patient, il y a un projet. Il y a cette absurdité de la vie, hein, c'est Camus qui nous en parle, c'est le sentiment qui naît quand je suis face à l'absence totale de sens de mon existence. Et n'est-ce pas le cas pour certains patients en phase terminale d'une maladie grave? Pourquoi je vis? À quoi bon vivre puisque je vais mourir? Pourquoi mourir puisque je veux vivre? Alors on a eu pratiquement en même temps dans le service un patient qui avait 60 ans, qui avait une occlusion sur un cancer du pancréas, vraiment une occlusion très importante avec une sonde nasogastrique. Et bien sûr, il n'y avait plus de possibilité de traitement. Et cet homme qui était dans le service, les jours passés, il avait tout organisé, il avait tout dit ce qu'il voulait à son épouse, à ses enfants, et il disait, mais à quoi bon vivre puisque je veux mourir? Et il nous demandait, pourquoi je vis? On peut l'entendre, hein, pourquoi est-ce qu'il est encore là et pourquoi il vit? Et on avait aussi une jeune femme au même moment qui avait 35 ans, 2 jeunes enfants, et qui, elle, avait la même pathologie que lui, et qui me disait, mais pourquoi je meurs alors que j'ai mes enfants et que je veux mourir? Voilà, c'est ça cette question. Et c'est complètement l'absurdité de la vie. Et c'est ce qui définit bien sûr la vulnérabilité. Et pourtant la vie continue. Alors comment aider le patient à lui donner un sens entre ces patients qui sont là dans les services? Et je crois que c'est un sens à construire avec le patient en lui donnant sa capacité. C'est-à-dire que c'est lui donner la parole au patient. Parce qu'on a tendance de parler beaucoup à la place du patient, de faire des projets à la place du patient. Et si on prend un peu de temps, qu'on s'assoit à côté du patient, eh bien il dit, ça y est, je suis écouté, et c'est ensemble qu'on va construire quelque chose. C'est vraiment ça qu'il faut aussi que vous puissiez entendre. Et puis c'est cette fragilité globale, l'absurdité de la vie, l'incertitude et la fragilité globale qui est définie par Ricoeur. Entre des bornes mystérieuses, c'est vrai qu'avant de naître, d'où l'on vient, et après, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est la relation à la mort, c'est on désire, quand on est jeune, on désire la vie, on refuse la mort, et puis on voit progressivement la mort des autres, et puis on voit la mort des proches. Et c'est peut-être une sagesse ou une mort acceptée. Et je crois qu'il faut que progressivement, dans vos études et après, quand vous serez un peu plus grand, qu'on s'adapte par rapport à la mort et qu'on s'approprie la mort et que ça fait plus peur en disant oh là là non, on n'en parle pas et on continue les traitements, continue, mais qu'on puisse se dire oui, cette mort elle est peut-être là et on l'accepte et comment
comment aider le patient à ce moment-là. Alors, il y a la famille, il y a le patient, on a vu combien c'était compliqué, il y a la famille et les proches. Ben, c'est compliqué parce que c'est l'image de notre propre mort et ces difficultés d'accompagner les siens, l'image de l'autre altéré, hein, quand il y a un patient qui a un cancer, qui a eu beaucoup de chimiothérapie, il a maigri, on voit combien on vieillit rapidement, il a parfois le visage complètement bouffi par nos corticoïdes, donc il y a une image qui est très altérée. Et puis cette famille, ben, c'est comme le patient, il y a une peur, une angoisse et une impuissance. Et vraiment cette vulnérabilité, souffrance. Je me souviens d'un monsieur qui accompagnait son époux, c'est un monsieur ingénieur, donc ça traçait droit. Et là, il m'a dit, ben, je suis devant un mur, ma femme va mourir, mur en béton, je peux rien faire, je peux rien faire pour elle. Et c'est terrible. Donc les patients, les familles et les soignants, nous, on veut apporter la meilleure qualité de vie. Donc en faisant la bienfaisance, c'est-à-dire, mais qu'est-ce qui est bon pour le patient? C'est ça aussi qui est important, qu'est-ce qui est bon pour le patient. Et vous verrez que chacun, le bon est différent pour chaque patient. Et en même temps, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est respecter l'autonomie du patient vulnérable. Donc c'est ça le conflit de valeurs dans le soin. Alors, qu'est-ce que donc on dit de l'obstination déraisonnable? Quel constat? Penser sa mort à bonne santé, c'est totalement différent de vivre sa mort. Je crois qu'on est incapable de penser comment on va vivre si on est malade, comment on va réagir, etc. Je crois que vraiment c'est quelque chose d'incompable. Et quand on discute, quand on fait de la philosophie sur la fin de vie, quand nos députés réfléchissent sur la fin de vie, c'est compliqué de penser en bonne santé et vivre sa mort. Je crois que ça déjà, il faut bien le comprendre. Nous avons de rares demandes d'euthanasie par le patient. Il y en a quelques-unes, mais il y en a peu. Et cette demande est souvent non réitérée après une prise en charge de la douleur, des autres symptômes et une écoute. On a eu un patient qui est venu qui avait un cancer pulmonaire avec des métastases cérébrales. Il avait une hémiplégie droite. Ce patient, c'était quelqu'un qui lisait beaucoup, etc. Et c'est pour lui insupportable d'être totalement dépendant, de ne plus pouvoir tourner les livres de sa page. Et le maintien à domicile était devenu complètement insupportable. Il est rentré dans le service parce qu'il voulait qu'on l'aide à mourir. Et finalement, on lui a montré que même avec ce déficit, il y avait encore un sens. On a traité sa douleur. On lui a montré combien il était précieux pour tout le monde. Et ce patient, il s'est senti beaucoup mieux et il est retourné à la maison. Alors, ça n'a pas duré très longtemps, mais je pense que pendant 2 ou 3 jours, c'était une véritable lune de miel à domicile parce qu'il était heureux de retrouver sa famille, il était heureux d'être nouveau à domicile. Après, il s'est dégradé, il est revenu dans le service. Donc, je crois que vraiment, chaque fois, on peut essayer d'améliorer les patients. Alors, je ne vous dis pas que certaines fois, on a des situations tellement difficiles qu'il pourrait y avoir des exceptions, mais c'est exceptionnel. Alors, que souhaite le patient? Je crois qu'on est tous pareils, hein, on n'a pas envie de souffrir, on a envie d'être écouté et on n'a pas envie d'acharnement thérapeutique. Et que nous proposons les soins palliatifs, ne pas souffrir, c'est vrai qu'on a une amélioration importante de la prise en charge de la douleur, avec les morphiniques, les thérapeutiques, et je trouve qu'on s'est beaucoup amélioré durant ces dernières années. Mais il y aura toujours une souffrance. Je crois qu'on ne peut pas empêcher ça. La souffrance de mourir et la souffrance de se séparer des siens et de la vie. Je crois que ça, c'est tellement douloureux, mais c'est quelque chose qui est... Et on est toujours seul à mourir, hein. Ça, c'est évident. Il y avait un patient qui me disait qu'il avait l'impression d'être... Il avait beaucoup un entourage, des amis, il était très, très entouré. Mais il m'a dit, c'est comme dans un amphi, c'est-à-dire que moi, là, je suis toute seule, vous êtes là, mais on est quand même seul. Et je trouvais que c'était assez intéressant qu'il puisse dire ça. Et si on a une souffrance réfractaire, si votre pronostic vital est engagé à court terme, on peut faire une sédation profonde, continue, maintenue jusqu'au décès. Marie-France vous dira le contexte législatif. Être écouté, je crois que ça c'est vraiment important. Il faut respecter l'autonomie du patient. Il faut l'informer aussi, parce que on peut l'aider aussi à rédiger des directives anticipées. Parce qu'il y a des patients qui disent « Oh là là là, moi je ne voudrais pas d'obstination déraisonnable ». Et parfois, ça leur fait du bien d'écrire ces directives anticipées parce qu'ils savent qu'au-delà s'ils peuvent plus s'exprimer, on respectera leurs paroles. Et je crois que quand on est tous dans la maîtrise de sa vie pendant tout le temps, et on a besoin aussi de se sentir on pourra aussi être écouté, même quand on ne peut plus parler. Recueil de la parole du patient. Marie-France insiste beaucoup là-dessus, mais je crois que c'est très, très important. C'est au-delà, parfois c'est compliqué d'écrire des directives anticipées, il n'y en a pas beaucoup, mais au moins recueillir la parole du patient et que vous, dans vos observations, vous pouvez dire ce que le patient a dit et ça peut aider après à la réflexion. Et je crois que ça, c'est vraiment très important. Et il faut savoir aussi respecter le patient dans son refus de soins. Pas suivre d'obstination déraisonnable.
Alors ça, c'est très important, hein. Posez-vous toujours la question, quelle est la finalité de la décision? Pourquoi vous allez faire une quatrième, cinquième ligne? Je ne sais pas comment ça marche en hémato, mais vous pouvez faire plein de choses. Mais à un moment donné, interrogez-vous, posez-vous et dites, mais pour quelle finalité? Est-ce que je vais améliorer? Est-ce que ça va améliorer la qualité de vie du patient? Quels sont les effets secondaires? Et je crois que ça, c'est vraiment important parce qu'on a des protocoles et on peut y aller, hein, j'exagère un peu, hein, mais on peut faire des choses avec des arbres décisionnels. Mais n'oubliez pas qu'on est c'est un homme que vous soignez. Et c'est surtout ça, quelle est la finalité de la décision médicale. Et c'est ce qui fait toute la beauté de la médecine, en fait. C'est penser en même temps le côté scientifique que vous avez beaucoup en hématologie, mais en même temps le côté humain. Et si vous arrivez à réunir les deux, vous allez faire des hématologues extraordinaires. Donc, bien sûr qu'il faut aussi qu'il y ait des réunions pour parler de situations complexes. Et puis, il y a aussi la procédure collégiale pour des situations complexes et avec un processus de délibération éthique. Ça, c'est un gros progrès. Marie-France va vous en parler, mais je trouve qu'avant, il y avait des patients, les médecins décidaient un peu tout seuls. Tandis que là, dans certaines situations, maintenant, le médecin ne peut pas décider tout seul. Et je trouve que c'est important de ne pas être tout seul. Et surtout, dites à vos patients, on ne vous abandonnera pas. Je crois aussi qu'ils ont besoin de ça, de savoir que vous allez les accompagner et qu'ils ne seront pas abandonnés. En conclusion, l'homme en fin de vie est vulnérable. Sachons le respecter en l'écoutant, c'est-à-dire son autonomie, en étant bienveillant dans une éthique de la responsabilité. Et l'homme ne peut pas se penser seul. On va finir avec Giacometti qui va de l'avant. Merci à vous.